Bienvenue sur ce nouvel épisode de Blabla de basket. L'objectif aujourd'hui, c'est de discuter un petit peu autour d'une nouvelle blessure d'Anthony Davis. Donc, comme on va le voir avec Julien, on va faire un peu tout, on va énumérer le papyrus de toutes ces lésions et on va du coup décortiquer un peu ce qui s'est passé. Et ensuite, on parlera de la prise en charge générale en termes de réathlétisation, préparation physique, pourquoi il y a autant de récidives et comment on pourrait manager peut-être un petit peu mieux, selon notre point de vue, la saison en NBA où il y a énormément de matchs. Donc Julien, qui nous revient tout droit du Mexique, le pays du tacos, Égal. qui a absolument arrêté toute pratique sportive là-bas, va nous C'est pas grave. présenter, va nous présenter le cas d'Anthony Davis. Donc on a Anthony Davis qui était un petit peu un Wembayama quand il arrive en NBA, assez frêle et très très grand. D'ailleurs, il avait déposé sa propre marque, comme s'il a un mono-sourcil. Il avait déposé ça pour que, soi-disant, les Chinois ne lui payent pas sa marque, comme on le voit très bien sur la vidéo. Donc ça, c'était pour la petite anecdote. Il a été drafté en NBA en 2012. Il fait direct les JO de Londres avec Team USA, où bah, on voit direct que ça va être une des affiches de la NBA, hein. Il est capable de tirer. Au début, il parlait même plus d'un poste 4, mais après, au Lakers, il a vraiment pu jouer poste 5. Et son gros problème, c'est que pour les connaisseurs de foot, c'est le Abu Dhabi de la NBA, quoi. Abu Dhabi, pardon. Ouais, Abu Dhabi, c'est peut-être tes Abu prochaines Dhabi, c'est pas la vacances, même mais chose. on est sur un autre problème là. Mais ouais, toujours freiné par les blessures. Et la seule saison où il est quasiment pas blessé, bah, il fait champion NBA, quoi. Donc, pour donner un petit peu le potentiel du garçon. Et là, récemment, bah, on a tous vu qu'il a été tradé par les Lakers contre Luka Doncic, à la surprise des générales, hein. Je pense qu'il y a eu une montée du Xanax à Dallas. Ils étaient tous en désespérés d'apprendre cette nouvelle. Mais voilà, et bien sûr, ils ont raté les playoffs. Il s'est de nouveau blessé direct en arrivant et de nouveau en play-in ou sur un tir, comme tu vas le montrer là. Je pense que c'est la blessure la plus incroyable du monde. Hop, il est seul. Il a même le temps de poser un dribble. Et là, derrière, le mollet. Alors, il dit clairement qu'il savait qu'ils allaient perdre le match, donc il aurait pu continuer, mais il voulait pas forcer. Voilà, et on voit le monsieur qui l'a tradé là. Ils ont fait un gros zoom sur lui. Et donc voilà, là, il se fait une lésion au mollet, une de plus, j'ai envie de dire. Donc voilà. Et le trade, il s'est fait, c'est quoi? Il y avait juste l'échange des joueurs ou ça a été monnayé aussi? Combien il Non, non, coûte? Combien il en coûte NBA, lui? en NBA, c'est que des échanges de joueurs ou des échanges de tours de draft. D'accord. Et Donc combien il coûte lui à l'année? ouais, il doit être sur. Là, tu me surprends un peu. Là, je suis encore. T'es jet lagué. Ah, il doit être au moins quasiment à 30 millions l'année, je pense, avec ce qu'il avait signé aux Lakers. Mhm. 30 Et millions l'année. Et là, du coup, cette année, tu as les chiffres un peu des matchs qu'il a joué ou un petit peu où il en est? bah, cette année, il avait été moins blessé aux Lakers, mais vraiment en arrivant à Dallas, là, il a raté, je crois, les 6 premiers matchs à Dallas, il est direct blessé. Et là, au moment où ça devient un petit peu plus chaud, bah, il se reblesse direct quoi, pendant les play-ins. Et il y a une stat qui était quand même assez intéressante. C'était qu'en 2012, quand il arrive, il est sous la barrière des 100 kilos. Bon, il se blesse, il avait déjà des blessures au niveau de la cheville assez régulières. En 2014, il prend 8 kilos, il décide de prendre du muscle, bon, ce qui est pas bête parce qu'il fait 2,11 et il faisait moins de 100 kilos. Et l'année d'après, il en rajoute encore 6 pour arriver à 116. Et la thématique, c'était vraiment, ouais, on va le rendre plus costaud pour qu'il soit plus fort et plus résistant à l'impact. Et en Mhm. fait, ça a vraiment augmenté. Enfin, on va pas mettre un lien de cause à effet, mais depuis, il a augmenté encore son nombre de blessures. Ok, Donc, ok. quand même partir sur cette ascension-là, à savoir que Wemby, ils n'ont pas du tout fait ce choix-là, ils le renforcent progressivement, hein, mais ils sont pas du tout dans cet objectif d'augmenter autant sa masse musculaire et corporelle. Du coup, il a gagné combien de kilos en combien de temps? Sur 2 ans, il a pris 16 kilos. C'est une prise de masse, ouais, c'est une belle prise de masse ratée, quoi. 16 kilos sur 2 ans, ça peut pas être que Bah, il du fait muscle, 8 quand la même. première. Il est drafté en 2012. En 2014, l'été 2014, il en prend 8 et l'été 2015, il en reprend 6. Mais volontairement, c'était un process D'accord, ok. qu'ils avaient engagé avec New Orleans. Ok, Donc, bah là, on va voir quelques-unes de ces blessures. Donc là, c'est à l'épaule, parce que après, on va peut-être pas toutes les énumérer, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. voilà, c'est une Mais- liste de course pour une famille de 8 personnes, là. Et là, donc, bah, là, c'est vraiment. Alors là, j'ai même pas très bien compris ce qui s'est passé. Donc, Là, il est là en bas, hein. il En bas, subluxe ici, E3. il subluxe l'épaule tout seul. Le défenseur, on appelle ça crawler, il veut passer devant. Et il lui tire à peine le bras, hein, et il se le subluxe l'épaule. Je sais pas si on va le revoir au ralenti, l'action. Apparemment, il a l'air d'avoir mal. Mais en vrai, l'action est. En fait, quand il se blesse, c'est quand même assez dingue. Parce qu'à chaque fois, c'est quand même pas. La dernière fois, on avait parlé de la cheville. Qui c'est qui s'était fait la cheville là, Durant. de Durant? Bon, c'était assez. Voilà, quand tu regardes le ralenti, ça fait mal. T'as mal pour lui.
Ouais, c'est des Lui, non-contacts quasiment, lui, à chaque fois. lui, c'est assez impressionnant. Voilà. En fait, Quasiment le sans contact, il est contact, quoi. là. Il est ici. Et ça, donc là, on a l'épaule Ouais, du. il le crawl, il veut passer devant lui Et et boum, ça ouais, il suffit. arrive même pas musculairement, il arrive même pas à stabiliser. Je subluxé, c'est sûr. Je crois pas qu'il s'est luxé là-dessus. Et là, celle-là, c'est la cheville. Ouais, pareil, il se l'a fait, mais on comprend pas comment il se l'a fait celle-là. Alors attends, on va dire repérer. Prends le Voilà, rebond. ici. Il vient de récupérer. T'as l'impression il y a un fantôme là qui fait quelque chose. Si on voit le ralenti. Bon, d'ailleurs, ça marque, c'est la bonne nouvelle. En plus, il reste au sol, c'est pas comme s'il se relevait tout de suite, hein, ça fait. Il y a eu un panier, le mec, il a eu le temps de revenir, qu'il est toujours au sol. Bon, à chaque fois, il souffre terriblement, mais c'est vrai que les actions sont assez surprenantes. Donc là, il est là, c'est les chaussures un peu roses, là, qu'il faut essayer de surveiller. Donc là, il ressaute une deuxième fois, là, il y a la réception, et bon, ça se passe pas bien, quoi. La réception se passe pas bien. Donc, Ah, dans... j'ai ses stats. Il a joué, donc il y a 81 matchs en saison régulière. Il a joué 51 matchs cette saison. Putain, tout juste la L'année d'a- moitié. l'année d'avant, 76. L'année encore d'avant, 56. Et en 2021, 2022, 40. Et en 2020-2021, 36. Après, l'avantage, c'est que ça doit être probablement le joueur le mieux payé de NBA. Et si on fait le ratio enfin minutes jouées, salaire, on est sur un très bon ratio, quoi. Ah bah clairement, quand tu es une franchise et tu le signes, tu sais que tu t'es pas sûr de faire une bonne affaire quoi, en termes de ratio, hein. Dans ces bobos, on a aussi un problème de hanche, je Bah, crois. Si vraiment, il y a tout. Il y a du mollet, de la cheville, de la hanche. Il s'est blessé le petit doigt. Il a eu le sternum. Ah, ça, c'est la hanche. Donc là, il est toujours en bas, son numéro Ça, 3. c'est sa blessure quand il arrive à Dallas. Donc Et là, là, c'est pareil, c'est improbable parce que, ça, c'est une défense. On appelle ça, il fait une protection basse sur une défense de pick and roll. Et là, sur son changement de direction, c'est bam. c'est pas sa jambe gauche, hein, c'est sa jambe droite. C'est même pas celle qui pousse Ouais. pour se décaler. Bah, après, il a un historique depuis 2 ans, on va dire, dans la région de pubis, un type pubalgie. Il a eu pas mal de blessures à la hanche, aux adducteurs, même au niveau des grands droits abdominaux. Donc Mhm. là-dessus, ouais, sur la pubalgie, on sait que c'est Jean-Michel Compensation, cette pathologie. Il y a du travail, à mon avis, à faire. Et il a aussi des problèmes de dos. Exactement. Il a eu des problèmes de dos. Et ça, je voulais y revenir parce que du coup, j'ai fait ma petite enquête parce que j'aime bien ça. Et du coup, bah, c'était le lien assez étroit entre l'oblique externe et le fascia thoracolombaire avec le long adducteur. Donc, c'est pour ça, comme tu parlais de la pubalgie et de toutes ces pathologies qu'il a pu avoir sur le grand droit, donc sur les abdominaux, sur la région de la hanche et, euh, et sur, comment ça s'appelle, sur le fascia thoracolombaire. Donc là, c'est les images, là, je vais les passer, elles sont pas forcément. Voilà, on va plutôt partir sur ça, plus sympa. Donc là, voilà, c'est en gros, on va pas tous les faire parce que c'est pas le plus important, mais en gros, voilà, c'est pour montrer ici la région au niveau des obliques, donc l'interne et l'externe, et ensuite on va avoir le long adducteur qui va venir se joindre et le fascia thoracolombaire qui est donc le TLF, hein, le fascia thoracolombaire, c'est le TLF ici. Et en fait, l'étude, elle montre qu'il y a un lien étroit et donc une continuité entre ce fascia thoracolombaire qui vient du coup border tout ce qui est de la zone, on va dire, postérieure au niveau du dos, du bas du dos, la région lombaire, et le long adducteur, donc se transfère au niveau de la hanche en passant par l'oblique interne. Et donc, du coup, ça me faisait penser un petit peu, tu sais, à ce qu'on disait déjà pour certaines rééducations, avec la nécessité de faire une prise en charge un peu plus globale, entre guillemets, en termes de chaîne sur le tissu conjonctif que juste le muscle qui a été lésé. Je sais pas si toi, tu as déjà eu ce genre de cas dans tes athlètes sur la pubalgie. On sait que la pubalgie, comme tu dis, c'est un certain carrefour. Il y a énormément de choses qui s'y retrouvent. Et donc, du coup, c'est pas forcément évident. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à prendre en compte. Ah ouais, c'est vraiment à un moment donné, ton corps il te dit bon, j'ai trop commencé, stop. Et en fait, le problème, c'est que bah, c'est vraiment du management, sauf que quand tu joues 80 matchs dans la saison, on dit pas que c'est facile, hein, on dit pas qu'on aurait fait mieux, on essaie de juste un petit peu de tirer deux, trois idées par rapport à ça. Mais oui, oui, c'est lui, c'est clair. Là, ce qui me vient en tête quand je le vois jouer aussi, c'est dès qu'il prend de la vitesse, tu dis putain, il n'arrive pas à s'arrêter, hein. C'est pour ça aussi souvent, Ouais. il a eu plus dans le passé, il a eu des blessures de cheville avec, sur contact. Parce que le mec, quand il va au panier, il peut pas se stopper. Je pense il a pris la masse, mais il l'a pas contrôlé assez vite, tu vois. Et, D'accord. et je rejoins, ouais, vraiment, faut regarder plus le système que de façon analytique. Et tu penses que sur cette prise de masse,
le travail, enfin, qu'est-ce qui pêche le plus chez lui, à ton avis? Bah, pour moi, il a pas assez de contrôle. En termes de contrôle moteur, je suis persuadé qu'il doit avoir des grosses lacunes, tu vois. Ce serait intéressant de le tester. On va Mhm. l'appeler d'ailleurs hein, juste après Ouais, pour ouais, qu'on. parce que j'ai son numéro là. Mais non, mais c'est vrai. Je- Juste en regardant, si vous avez 2 minutes, vous regardez les vidéos quand il jouait avec Team USA en 2012 ou ses premières années rookie, et vous regardez sa mobilité et ses dernières saisons aux Lakers, et il y a vraiment un gap énorme entre sa mobilité et sa capacité de changer de direction, ce qu'il a vraiment perdu ces dernières années, quoi. Ces dernières années, il jouait en trottinant, il jouait beaucoup plus de haut panier, où il s'arrêtait, il tirait. Et ouais, la gestion de la vitesse et les changements de direction, c'était vraiment problématique. On sait que sur une pubalgie, toutes les zones que tu as décrites, long adducteur, oblique, Mhm. abdomen, c'est le carrefour des changements de direction. Donc, si là-dessus, ça tient pas, bah, à un moment donné, ça pète, ou il y a d'autres blessures périphériques, mais Mais c'est intéressant de se pencher sur ce cas des changements de direction que tu viens d'évoquer parce que bon, bah, forcément le basket c'est un sport où on en retrouve énormément. On les a vus sur certaines actions, notamment sur celui où il se blesse au niveau de la hanche. Le changement de direction, je pense que c'est un truc qui est pas assez comment dire exploré et pas assez. On va pas chercher assez loin dedans et dans la compréhension du changement de direction, parce que c'est vrai que très souvent, changement de direction, on s'arrête au fait que ce soit globalement une contrainte excentrique avec une contrainte concentrique derrière, la plus rapide possible, dans une direction différente. Mais du coup, si on s'intéresse aux forces qui s'exercent sur l'organisme, il y a vraiment d'abord une première phase où il va falloir absorber et une seconde phase où il va falloir produire. Et, euh, et je pense que ces deux phases-là nécessitent des capacités et des compétences au niveau de l'organisme qui sont différentes. Et donc, du coup, ça va nécessiter des contraintes au niveau de l'entraînement qui sont différentes pour pouvoir les développer. Je suis pas sûr que ce soit assez approfondi. et même, tu regardes surtout le testing qu'on a là, dans les rééducations genoux qui sont standardisées. Et petite dédicace à Fred, qui, on a vu là, qui est en train de nous ramener Mathias Le Sort à haut niveau. Il y a beaucoup de changements de direction. Quand les mecs qui travaillent les changements de direction, c'est avant-arrière ou gauche-droite. Sauf qu'au Mhm. basket, quand tu regardes, nous, c'est que de la diago quasiment. Mhm. Là, Mhm. tu regardes quand il protège la défense au panier, bah, il va vers l'arrière et la droite, tu vois, c'est de la diagonale. Et trop souvent, on bosse les changements de direction, on les assimile bah, déjà avec un seul focus. Sauf qu'au basket, t'en as 40. Qu'est-ce que fait ton coéquipier en défense? Qu'est-ce que fait l'attaquant? Qu'est-ce que fait le poseur d'écran? Ça te fait déjà trois infos à prendre en compte. Trois, pardon. Euh, et là, il n'est pas du tout en gauche-droite ou en avant-arrière. C'est vraiment des mouvements combinés. Donc déjà, ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte dans la rééducation. On ne va pas direct l'introduire, hein. Mais si on ne va pas jusqu'à là, je pense qu'en termes de travail de chaîne et de mise en tension du tissu pour l'habituer, on ne sera pas au même niveau que ce qu'il va retrouver sur le terrain. Ouais. Non, mais c'est vrai que je pense que c'est vraiment un axe à travailler. Alors toi, tu es beaucoup plus dans le basket que moi, mais c'est vraiment un axe à travailler. Je pense que sur ce changement de direction, c'est vrai que quand on pense basket, on pense saut, tu sais. Donc je pense qu'il y a beaucoup de travail qui doit être fait sur la détente, sur capacité à sauter, à se réceptionner, etc. Mais c'est vrai que le changement de direction, c'est quelque chose qui est prépondérant et qui est du coup un facteur de réussite dans le basket. Et je pense que même dans les autres sports, hein, même dans le football ou les choses comme ça, je pense qu'on s'y penche pas assez, on ne s'est pas assez creusé sur qu'est-ce qui se passe réellement au niveau de la hanche, du genou, de la cheville lors d'un changement de direction et les forces qui peuvent s'y appliquer. Et quand tu parlais de contrôle tout à l'heure, tu vois, c'est vraiment quand tu lui demandes de décélérer, ça veut dire que son corps, il doit être capable d'emmagasiner la force qui va être produite. Et ça, c'est une compétence bien particulière de l'organisme qu'il faut développer. C'est pas, je pense pas que ce soit si bien fait que ça, parce que forcément, ça prend du temps. Alors, on est encore une fois, nous, c'est facile, hein. Toi, t'es posé sur ton canapé, moi sur mon petit fauteuil. Facile, tu vois, d'en discuter. Bien sûr. Dans Surtout le. avec la pression que tu as autour. Tu as LeBron James en coéquipier, tu as, la moitié de la ville de Los Angeles. Donc, oui, on n'a pas toutes ces notions de stress et de gestion. Mais là, Par contre, il y a un truc que tu as abordé un petit peu tout à l'heure en aparté et qui semble intéressant, c'est dans la gestion des matchs, plus ou moins important. ouais. Bah, un mec qui est à 30 millions la saison et tu sais que depuis 2012, il est arrivé en 2012 en NBA, régulièrement il rate des matchs. Je serais les Lakers, enfin j'aurais été dans ceux qui décident. J'aurais peut-être pas fait jouer tous les matchs, tu vois, ce que les Spurs, je trouve, l'ont très bien fait et je pense qu'il y a la jurisprudence Anthony Davis et d'autres, c'est que bah, ils ont géré la première année, lui limiter son temps de jeu, il limitait son nombre de matchs. Davis, il a pas du tout eu le droit à ce traitement-là, tu vois. Mhm. Et peut-être qu'à un moment, son corps, il a franchi un gap qui, entre guillemets, il pouvait plus revenir en arrière. Il y a eu trop de lésions, trop de blessures, mais ça aurait été peut-être intéressant de le gérer beaucoup plus. Quand tu sais que tu joues à l'époque Houston qui était dans la charrette, ou tu joues Washington Wizards, des choses comme ça, t'es peut-être pas obligé de le faire jouer. Alors, il a soufflé de temps en temps, mais là, sur tous les nombres de matchs qu'il a raté qu'on a dit,
il a peut-être été géré sur deux trois matchs. Il n'a pas été géré sur une dizaine, vingtaine de matchs. Quand tu as une saison à 81 matchs et tu sais que ton top joueur ou ton deuxième meilleur joueur, il se blesse souvent, bah, c'est quand même un facteur à prendre en compte. La seule saison où il se blesse pas, il fait champion NBA avec les Lakers. Mhm. Mec, c'est pas toi ou moi au basket, quoi. C'est un gros joueur de basket, Anthony Davis, hein. Il donne une palette Ouais, offensive et on n'a défensive en jamais vu jouer. possibilité. Et dans le management, c'est des choses qui, je pense qu'il faut, bah, déjà, ils prennent en compte maintenant. Tu le vois avec Wembayama, tu le vois avec d'autres, hein. Avec Rizaché à Atlanta, ils font plus les mêmes erreurs qu'avant. Pareil sur les croisés, ils les font plus revenir à 6 mois maintenant. Parce qu'on en discutait aussi dans les épisodes différents. Et toi, bon, forcément, tu évolues à un niveau moindre, avec tout le respect que j'ai pour les athlètes que tu peux. Mais tu restes dans le basket. Et quoi qu'il en soit, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que peu importe dans la ligue dans laquelle tu évolues, tu as toujours l'impression que c'est les championnats du monde, tu vois. Ouais, mais Et, ça, c'est tout le monde. Ça, et du coup, dans les clubs dans lesquels tu as pu intervenir, comment ils gèrent un petit peu ce genre de situation quand tu as ton meilleur joueur, je sais pas si c'est déjà arrivé, mais en gros, quand tu as Si, si, ton. si. Mais Ouais, voilà. l'année dernière, j'avais eu un demi-croisé. C'est un joueur, il était venu. Enfin bref, il se plaint rarement. Donc quand tu sais qu'il vient vers toi et dit regarde, c'est que déjà là, ça pue un peu. Et en fait, on pensait pas du tout à ça. Mais moi, j'ai demandé une IRM parce que je sentais que son croisé, il n'était pas que. C'était atypique, quoi. Et il a eu une rupture partielle. Et la pression, entre guillemets, du coach et du président pour qu'il revienne, heureusement qu'on se connaît suffisamment bien pour que je puisse, quand ils montent trop, je puisse lui dire, écoute, là, non, tu fais fausse route et fais-moi confiance. Parce que déjà à ce niveau-là, les mecs, ils veulent forcer. Et pareil, quand tu vois au cabinet, les jeunes, ils viennent, euh, Mm. ils ont un match contre Pétaouchnok et ils veulent absolument le jouer, tu vois. Mhm, mhm. C'est à tous les niveaux, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et je pense que c'est quand même la relation patient-thérapeute qui est importante là-dessus, ou avec ton entraîneur ou avec ton coach. Il faut leur montrer suffisamment de choses pour qu'ils te fassent confiance et qu'ils t'accordent du crédit. Je pense que Ouais. c'est la seule solution actuellement. Ouais, parce qu'en plus, il y a un truc qu'il faut vraiment prendre en compte, et ça, j'en discutais récemment, c'est la différence entre ne plus avoir de douleur et être prêt. Tu sais, c'est quand même deux choses qui sont différentes. C'est vrai qu'on se fie vachement à la douleur pour savoir quand ça va ou ça va pas, mais ça suffit pas. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu as très très mal que c'est forcément quelque chose de grave qui se passe, mais c'est pas parce que tu as plus mal que tu es prêt à retourner sur le terrain et à te donner à 100%. C'est deux choses qui sont différentes. Et ça, je trouve que quand tu plus un critère mesurable, enfin, en tout cas en termes de ressenti comme la douleur, c'est encore plus dur de convaincre le joueur ou l'entraîneur que la personne n'est pas prête. Tu vois? C'est parce que lui, il te dit, ouais, mais j'ai pas mal. Ouais, mais c'est pas parce que t'as plus mal que tu vas être apte à supporter ce qui va se passer sur le terrain. Je me posais la question dans l'avion en revenant de Cancun. Donc bourré. Absolument. Euh, je me dis, un mec, tu le payes 30 millions l'année. Ok, en NBA, ils ont énormément d'argent, énormément de coachs. Je dis pas que ça va être une solution infaillible, c'est un exemple. Mais pourquoi tu payerais pas un mec qui encadre ce gars et avant chaque match ou chaque semaine où tu le mets la fréquence que tu veux, tu lui fais des tests simples, isométriques ou des tests articulaires. Et là, si tu vois une variation, je sais que sur les ischio-jambiers, ils ont essayé de faire plusieurs études là-dessus pour avant les entraînements, s'ils perdaient, je crois, plus de 15% de force, ils leur faisaient pas la séance d'opposition, des choses comme ça, tu vois. Bah, tu peux faire la même chose. Lui, disons que bah, on va prendre sa région hanche, pubis, tout ça. Tu mets un protocole, tu testes sa force. Si tu vois qu'il y a une variation trop importante ou le degré de douleur est trop important, bah, tu le fais squeezer cet entraînement, ce match-là, tu vois. Je pense que ça pourrait être pas négligent. Le gars, tu le payes, je sais pas, 10 000 $ le mois, il sera content, il sera en NBA, il l'encadre. Ça va pas faire un gros investissement pour la franchise. Par contre, en termes de résultats sportifs, si tu arrives à lui faire jouer 10 matchs en plus peut-être dans la saison, ça peut être intéressant quand même. Ouais, c'est pas bête. Après, bon, tu pourras peut-être pas faire pour tous les joueurs, mais Non, mais la la question. superstar, quoi. C'est Ouais, quand même ouais. une de tes deux superstars de base aux Lakers. Mm. Mais par contre, moi, ce qui me surprend, c'est que de base, il n'y ait pas un suivi quotidien de, tu vois, les heures de sommeil, l'alimentation, tout. Ça Enfin, aussi, faut, sur un mec comme ça qui se baisse tout le temps, sommeil, alimentation, faut que tu. Là, on peut aller chercher dans tout l'éventail. oui, oui, parce que encore une fois, bon, les blessures à répétition, quand c'est comme ça, souvent, bon, il y a effectivement un problème mécanique, un problème en termes de force, de capacité, etc. Mais il y a, enfin, je veux dire, l'environnement, il doit y jouer exact. Aussi, après, je vis pas avec lui, tu vois, bon, je le connais pas personnellement, mais je serais curieux de savoir quelle est son hygiène de vie. Parce que mine de rien, quand même, on remarque que bon, tout le monde partage pas son hygiène de vie, mais les athlètes qui la partagent et qu'on sait qu'ils ont une hygiène de vie quand même très très propre, proche de l'irréprochable, ils ont quand même très peu de blessures. Tu vois, ils sont Ouais. quand même. On a quand même des gens, tu vois. Bon, bah, forcément, l'exemple qui vient en premier, c'est Cristiano Ronaldo. On sait qu'il est. Bon, lui, c'est forcément un autre extrême, mais en même temps.
il a décidé d'en faire, enfin c'est son métier, donc il s'y implique. Enfin, c'est quand même un joueur qui a pas manqué beaucoup de matchs. Ah oui, et avec son type de jeu, etc. Oui, non, mais c'est clair. Alors après, j'aurais pas aimé avoir sa vie, hein. Il dort que par série de 4 heures, il mange 6 fois dans la journée. Ok. Mais oui, il s'est fait la blessure au genou contre la France en finale de l'Euro, mais j'ai pas d'autres blessures qui me viennent en tête de Ah ça. ouais, en tout cas, pas des blessures qui l'aient éloigné des terrains trop longtemps. Et sur une carrière, ça compte parce que tu vois, c'est comme tu disais, la seule saison où ce joueur, la Davis, il la joue complètement, il est champion. Donc techniquement, enfin, encore une fois, Et, voilà, et, c'est pas. et, et c'était le Covid. Ça peut rejoindre par rapport à ce que tu dis. J'ai écouté le podcast là, que je t'ai envoyé, là, 1000% là, sur Mhm. sommeil et nutrition. Il disait déjà, c'est pas parce que tu as l'impression de. C'est pas parce que tu dors 8 heures que forcément tu as bien récupéré. Il y a quelqu'un qui peut avoir dormi 6 heures et avoir eu plus de phases profondes, etc. Alors, je l'ai écouté brièvement, je ne suis pas du tout un expert là-dedans, hein. Mais il a raison. Et là, par exemple, on prend la saison où il a été moins blessé. Alors, il y avait moins de matchs aussi. Covid, donc moins de matchs. Ils étaient dans une bulle, donc c'est-à-dire ils ont vécu ensemble pendant les playoffs et tout, toutes les équipes à Disneyland, à Orlando, je crois que c'était. Donc ils pouvaient plus sortir, plus de contact avec la famille, il mangeait ce qu'on lui donnait à manger. Donc ces facteurs-là, ils ont été régulés pendant cette période-là. Il n'a pas été blessé. Alors est-ce que c'est le hasard? Est-ce que Mhm. c'est parce qu'il y a eu moins de matchs? Mais n'empêche, champion C'est un derrière. facteur. Ouais, ouais. Non, mais c'est vrai que ça peut jouer. Effectivement, là, ce que tu disais sur le sommeil, c'est que le volume total d'heures de sommeil, c'est pas forcément le facteur plus important. On est plus sur le volume du sommeil profond et sommeil paradoxal qui va influencer pour la Ah, voilà, ça, récupération. c'est paradoxal, c'est ça. Et c'est ça qui va compter. Et en fait, d'ailleurs, on se rend compte que la majorité des pièges, donc ça peut être la lumière bleue, les excitants, l'alimentation, etc., ça va pas forcément jouer sur le volume d'heures, mais ça va jouer sur ce volume qui est important de sommeil profond et sommeil paradoxal. Et ça, si tu le réduis, tu récupères beaucoup moins bien. Donc, moi, je reste persuadé que, imaginons, tu vois, demain, je reçois un message sur Instagram, un DM d'Anthony Davis. Il me dit, Hey, what's up? Et il me demande ensuite de le suivre. Mais honnêtement, forcément, je lui fais un bilan complet et j'essaie de comprendre comment fonctionne sa hanche, comment fonctionne son genou, etc. Voir mécaniquement, biologiquement parlant, ce qui va pas chez lui. Et je pense qu'il y a une liste longue comme le bras. Mais vraiment, je m'intéresserai et j'irai profondément chercher dans son environnement, dans son hygiène de vie, comment il vit ce gars-là. Parce que je pense que c'est hyper important. Et je pense que la majorité des gens sont prêts à faire des efforts sur l'entraînement, mais ils comprennent pas l'importance de l'hygiène de vie, les efforts qu'il faut faire à côté derrière pour durer. Parce qu'encore une fois, il a été champion sur une saison, mais comme une carrière, c'est plusieurs saisons, quand tu regardes au final, Ah, bah, ce gars-là, il fait les bons choix de carrière. Il a le potentiel pour être 4 5 fois champion, hein. ouais. C'est, il a vraiment un potentiel incroyable. Enfin, il avait du. Maintenant, on peut parler au passé, je pense. Mais Ouais, mais c'est dommage, tu vois, parce que c'est ça, être et durer dans le sport. Toutes les légendes sportives qu'on connaît, c'est parce qu'elles ont duré. Tu vois, on parle de LeBron James, alors pareil, je connais pas son hygiène de vie. Mais les gars, c'est indécent ce qu'il fait encore à son âge. alors, lui, je pense que, ouais, il y a quand même pas mal de coéquipiers qui ont dit qu'ils hallucinaient sur ce qu'il mangeait, parce qu'il aime bien tout ce qui est grassouillé et tout. Alors après, il se prépare, bien sûr, hein, mais je pense que lui, on est plus sur Une génétique. une anomalie génétique, ouais. Et oui, oui, bien sûr. Mais du coup, voilà. Donc, l'idée du podcast, c'était un petit peu de parler de tout ça, c'est-à-dire de prendre le cas d'Anthony Davis et de ses pathologies à répétition, qui, je le rappelle, ont toutes quasiment touché le tissu conjonctif. Donc, ça revient un peu à ce qu'on disait sur l'importance de l'entraîner. Le tissu conjonctif, c'est pas le tissu musculaire, hein, c'est le tissu blanc, différemment du tissu rouge qui est le tissu musculaire. Donc, comme c'est un tissu différent, forcément, ça répond à des contraintes différentes. On peut pas l'entraîner comme on entraînerait le tissu musculaire. Ça demande des contraintes spécifiques. Et on se rend compte que quand il n'est pas suffisamment entraîné, pas suffisamment fort, qu'il n'a pas suffisamment de capacité, eh ben les douleurs enfin les blessures se multiplient. Et ensuite, on va rentrer dans une boucle de compensation qui vont que toute la zone va devenir sujette aux blessures. Et ben, pourquoi pas, enfin là dans le cas présent, un petit peu réduire le potentiel d'un joueur sur toute une carrière. Et évidemment, bah, l'impact de l'environnement et du management des matchs, surtout dans un sport comme la NBA où tu l'as rappelé, il y a quoi, 81 matchs en saison régulière, plus après les playoffs, c'est ça? C'est ça. Ouais, donc Donc, les c'est un. mecs, ils peuvent être à plus de 100 matchs sur la saison. Bon, lui, il l'a jamais été, du coup, mais Il a jamais franchi la barre des 100 matchs. Mais du coup, voilà. Donc, encore une fois, on va arriver à la fin de cet épisode. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, on y répondra. Et si vous avez évidemment des sujets que vous souhaiteriez qu'on aborde, vous pouvez les marquer également en commentaire. On se penchera dessus. Et on vous joint évidemment la petite fiche récap sur le sujet.